normes, les réglementations et les écolabels sont des référentiels élaborés afin de cadrer et harmoniser les pratiques. Il s'agit d'imposer des stratégies d'éco-conception ayant fait l'objet d'un consensus. Donc, ce qu'il faut faire attention avec ce type d'outils, c'est que, par exemple, les normes et les réglementations sont utiles dans une vision d'anticipation. Si une norme et une réglementation est applicable actuellement, on ne fait pas d'éco-conception parce qu'on suit la réglementation. C'est une obligation légale pour la mise sur le marché. Donc l'éco-conception sur des normes et des réglementations, c'est que dans une logique d'anticipation de futures exigences. Par rapport à un label, on peut prendre un référentiel actuel et on sera en avance par rapport au reste du marché vis-à-vis des référentiels des labels. Cet outil-là, on les utilise dans toutes les étapes d'une démarche d'éco-conception, sauf dans l'outil de cadrage, quoique d'avoir un savoir qu'il y a un label qui existe dans une catégorie de produits peut inciter à partir dans un projet d'éco-conception. Donc les labels officiels se concentrent sur les vrais sujets environnementaux autour du cycle de vie d'un produit. Donc on va avoir des stratégies en appliquant le référentiel qui vont être pertinentes et qui ont été vérifiées par des tierces parties, par un groupe de travail qui a déterminé le label. Obtenir un label apporte une lisibilité marché. L'écolabel permet d'atteindre des objectifs chiffrés, mesurables et par des méthodes claires définies dans le label. Donc il y a des tests, des protocoles pour pouvoir mesurer toutes ces avancées. Le label a un rôle pédagogique intéressant, surtout dans une première approche d'éco-conception. Ça permet de commencer à toucher le cycle de vie du produit, les enjeux environnementaux, les vrais enjeux environnementaux sur le produit, et de commencer à maturer les concepts et maturer le cycle de vie d'un produit. Les inconvénients, les normes et labels ne concernent que des produits de très grande diffusion. Si vous êtes dans une PME et que vous êtes sur un marché de niche, ce type d'outils pour incrémenter une stratégie d'éco-conception ne seront pas utiles. Les normes et réglementations en vigueur, c'est ce que je disais, c'est le minimum légal à atteindre pour rentrer sur le marché, donc c'est pas des stratégies d'éco-conception. Les normes n'apportent pas de solution toute faite. On vous interdit de faire ça, ou on vous dit que le seuil limite c'est ça, mais on va pas vous dire comment le faire. Et les seuils sont déterminés par consensus, donc c'est des discussions de groupe de travail qui déterminent les seuils. Ensuite, il existe les listes de substances. Alors les listes de substances, c'est des outils qui vont vous donner des listes de substances, de matériaux à minimiser, dont il faut minimiser l'emploi ou carrément les supprimer de la composition du produit, notamment vis-à-vis des questions de santé et ou d'environnement. Alors, il existe 4 types de listes, des listes d'interdiction, des listes de limitation, des listes d'information sur la dangerosité d'un matériau, de substance, etc. et des listes de substitution. Donc, on peut utiliser ces 4 listes différentes. Ces outils sont principalement utilisés dans la phase de brainstorming, c'est-à-dire qu'on va importer ces listes pour déterminer si on se positionne ou pas sur ces stratégies au moment d'élaborer son nouveau produit. Alors les avantages, les listes de substances se basent sur de la littérature scientifique bien établie. C'est utilisable directement par le concepteur. Il suffit de voir qu'il y a une substance qui est interdite ou qui va être interdite, qui est suspectée d'être problématique, donc on peut tout de suite se dire on la supprime. La suppression d'une substance peut être revendiquée dans une communication. Pour être utilisé directement, cet outil demande une grande connaissance des matériaux utilisés jusqu'aux additifs dans chaque matière du produit. L'inertie scientifique fait que ces listes, elles sont rarement à jour. Entre le moment où on suspecte qu'une substance est dangereuse et le moment où c'est établi scientifiquement et incrémenté dans les listes, il peut s'écouler un certain nombre d'années. Ces listes sont souvent orientées sur l'interdiction, la limitation, plus que sur des solutions de substitution. Les listes de substitution sont plutôt rares par rapport aux listes d'interdiction, de limitation ou d'information. Les guidelines. Alors les guidelines, les lignes directrices sont des listes de stratégies directement applicables pour éco-concevoir un produit. Pour être directement opérationnel, ces guides sont sectoriels. Donc on va avoir des clusters, des organismes professionnels dans un secteur particulier qui vont se pencher sur la question de l'éco-conception et qui vont établir des stratégies qui sont directement applicables au produit. Donc, un concepteur, il n'a plus qu'à prendre le guide et puis à se dire, tiens, je vais appliquer cette stratégie, et on lui explique comment faire.
Alors, c'est principalement utilisé dans l'étape de brainstorming et de la recherche de pistes d'éco-conception, mais ça aussi incrémente les autres étapes d'une démarche d'éco-conception. Les avantages, c'est simple à lire car destiné généralement à un public plus large. Ça a une portée pédagogique, propose des stratégies prêtes à l'emploi et réduit fortement l'étape d'analyse environnementale. Vous n'avez pas besoin d'analyser votre produit, il suffit de prendre votre produit et d'appliquer les stratégies qu'on vous propose de mettre. Vous n'avez plus qu'à étudier la faisabilité des stratégies à mettre dans votre cas particulier. L'inconvénient, peu de visibilité sur la réduction de l'empreinte environnementale globale du produit. Vous appliquez toutes les stratégies les unes après les autres, mais finalement, vous ne savez pas si votre produit, vous avez réduit les impacts environnementaux de 10%, de 20%, de 50%, vous n'avez pas de vision là-dessus. Ces guides peuvent devenir obsolètes en fonction de l'état des connaissances, de maturité de celui qui a écrit le guide. Donc il faut bien vérifier que les stratégies sont toujours d'actualité, qu'elles sont toujours pertinentes par rapport à l'environnement et par rapport à l'état des connaissances. Et enfin, on arrive au dernier et 12e outil. C'est ce qu'on appelle les outils hybrides ou les méta-outils. Donc c'est une nouvelle catégorie qu'on a inventée au pôle éco-conception. C'est ce qu'on observe, c'est les tendances dans les outils d'éco-conception, qui va reposer sur une tendance qui est de croiser deux approches. La première approche consiste à proposer une architecture basée sur la gestion de projet d'éco-conception et non pas sur l'analyse du cycle de vie. Et la seconde approche consiste à intégrer plusieurs outils d'éco-conception dans un seul et unique outil qui va permettre de pallier au manque de chaque outil. Comme vous avez pu voir, chaque outil a des avantages et des inconvénients. Et du coup, l'idée, c'est de gommer tous les inconvénients de chaque outil en proposant les avantages de tous les autres outils qu'on va mettre dans un seul et même outil. D'où le choix du nom de l'outil qu'on appelle méta-outil ou outil hybride. Alors, ces outils, en fait, on les utilise bien sûr à toutes les étapes d'un projet d'éco-conception, puisque ça suit plutôt la logique projet. Par contre, l'étape de cadrage est généralement absente dans les outils qu'on observe actuellement, ou balbutiante. Elle commence à émerger, mais c'est pas encore bien cadré. Et la communication environnementale est parfois présentée sous format d'affichage d'indicateur, une sorte d'un d'éco-profil simplifié. Alors les avantages de cet outil, ça replace l'éco-conception dans une logique projet de développement de produits et non d'analyse environnementale. Un projet d'éco-conception, c'est améliorer un produit par rapport à l'environnement. C'est pas de réaliser une analyse quantifiée des impacts sur l'environnement. Ça compense le manque de certains outils par la multiplication des outils intégrés dans l'outil, d'où le nom de méta-outil, offre une démarche structurée plus rassurante pour les grandes entreprises. Comme ça suit la logique projet, c'est plus rassurant pour les entreprises d'utiliser ce type d'outil. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps à renseigner parce que si on multiplie les outils, ça multiplie les temps de renseignement de la démarche. Donc c'est pas forcément commode pour des PME, TPE. Et on risque de tomber dans des stratégies basiques. Donc ça dépend de l'équipe projet. Il va falloir qu'elle voie au-delà de ce que propose l'outil. Il va falloir essayer de creuser, d'aller au-delà de ces outils-là pour proposer des projets en innovation, par exemple. Alors, ce qu'il faut retenir de ce que je viens de vous présenter, c'est que l'outil d'analyse du cycle de vie, c'est pas le seul outil pour faire de l'éco-conception. Je vous ai présenté 12 outils et l'analyse du cycle de vie est un outil parmi ceux-là. Bien choisir l'outil adapté pour votre projet d'éco-conception à vos connaissances du sujet. Premièrement, c'est quoi mes objectifs dans mon projet d'éco-conception, dans l'objectif dans mon choix d'outils, quel degré de réponse je veux, quel type de réponse je veux à travers mon outil. Le type de produit que l'on va éco-concevoir peut aussi avoir une influence sur le choix de l'outil. Et enfin, l'équipe, la gestion de projet, l'équipe projet, la maturité de cette équipe vis-à-vis de la question environnementale, le temps qu'on va consacrer à l'étude et le coût d'acquisition complet, global, donc formation, plus le coût de l'outil, plus la maintenance de l'outil, pour savoir pour faire un choix éclairé de l'outil d'éco-conception qu'on va choisir. Après, il y a plusieurs philosophies d'outils. Il y a des outils qui vont être plutôt d'ordre générique,
des outils qui vont plutôt être sectoriels et des outils qui vont plutôt être à personnaliser par l'entreprise. Donc voilà les 12 catégories d'outils que je viens de vous présenter en balayant un petit peu leurs avantages, leurs inconvénients, quand on les utilise dans un projet d'éco-conception et leur philosophie dans leur fonctionnement.